Et donc je pense que maintenant, du coup, on va en venir à vous, Monsieur Gossa, et, et on va vous laisser déjà un petit peu Vous qui vous, présentez qui vous êtes, quel a été votre parcours et quel est votre rôle actuellement au dans sein cette du DUT. et de l'université surtout aussi. Oui. Bonsoir, donc je m'appelle Julien Gossa, je suis maître de conférence en informatique et j'ai été recruté à l'IUT d'Ilkirch il y a 11 ans de ça, c'est ma 11e rentrée. Bon, j'ai eu un parcours somme toute assez classique, hein, c'est-à-dire que j'ai passé ma thèse à l'INSA de Lyon. Je n'étais pas particulièrement attiré par le métier d'ingénieur, donc c'est pour ça que j'ai bifurqué vers le métier d'enseignement et de la recherche. Et je me suis retrouvé donc dans ce département de Strasbourg alors que je venais de Marseille pour une raison, c'est que les gens de ce département, c'est-à-dire qu'on a une équipe ici qui est quand même assez extraordinaire en fin de compte par rapport à tous les endroits où j'ai enseigné. Et parmi ces gens, il y avait le prof de communication de l'époque qui s'appelle toujours Dominique Guillet et qui était un syndicaliste. Donc quand je suis arrivé, il m'a mis la main dessus et il m'a un peu forcé à aller aux réunions syndicales. Et là, j'ai découvert un monde assez étrange, alors assez séduisant en réalité, parce que ces réunions universitaires syndicalistes, il y a des gens qui viennent de toute discipline et de toute origine, et ça a ouvert un horizon tout à coup par rapport à ce que je connaissais de mon petit monde de l'informatique. Et puis, ce que j'ai découvert aussi, c'est toute la cuisine interne d'une université. C'est-à-dire que j'ai été en contact de gens qui savent ce que c'est une université, qui font tourner les rouages de l'université et qui en comprennent les enjeux. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Donc je me suis intéressé de plus en plus à ça. D'abord en étant élu représentant des personnels au comité technique d'établissement, au CTE. Donc c'est une instance qui est en charge de tout ce qui est politique de l'emploi de l'université. C'est le moment où les syndicats discutent avec la direction et peuvent prendre des décisions, influencer les choses, tout ce qui est politique de l'emploi. Et puis chemin faisant, je suis passé par plusieurs instances, y compris nationales, et depuis 3 ans maintenant, je suis élu au conseil d'administration de l'Université de Strasbourg sur une liste cette fois-ci asyndicale, c'est-à-dire sans mandat de mon syndicat et avec aucun autre mandat de représentation des personnels que la plateforme sur laquelle on a été élu, le programme sur lequel on a été élu. Et donc, au conseil d'administration, vous représentez quoi? Le DUT ou le personnel d'un peu tout l'UNISRA? Non, là je représente tous les électeurs de la liste qui s'appelle Alternative 2017. Donc on a fait ce qu'on appelle une plateforme, c'est-à-dire un programme politique. Des gens ont voté pour nous. Et puis donc en tant qu'élu sur cette liste-là, je dois respecter ce programme-là. Donc, dans le conseil d'administration, ce que je fais, c'est pointer les décisions qui sont contraires à ce programme et adopter les décisions qui sont en adéquation avec ce programme. D'accord. Est-ce que vous avez peut-être des exemples, quelques exemples d'actions qui étaient au programme Alors, il peut y avoir des différences, effectivement, hein, puisque quand il y a plusieurs listes qui se présentent avec des programmes différents, on arrive à des décisions différentes. Typiquement, l'endroit où on a le moins d'affinité, on va dire, entre la politique actuelle et celle qui a fait le programme d'Alternative 2017, c'est probablement la politique des emplois. C'est-à-dire que l'Alternative 2017 c'est quand même clairement positionné sur une politique des emplois de fonctionnaires et prioritaire par rapport aux autres dépenses de l'université, ce qui n'est pas nécessairement le cas de la politique actuelle. D'accord. Je crois que maintenant on va revenir un petit peu plus sur la politique de l'éducation. Enfin, on ne dépend plus de l'éducation nationale, on dépend de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Waouh, c'est beau. C'est un long, ça vend du rêve. très très long. Et donc on va discuter un petit peu de ça, si vous êtes d'accord. Je crois qu'Émilie, tu avais des questions à propos de ça. Moi j'ai plein de questions après, mais il faut voir vers quoi on veut s'orienter. Prends une question. Parce que là, par exemple, on parlait des emplois, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les universités, même dans les écoles, je sais pas, employer un nouveau professeur, c'est pas forcément ce à quoi on va penser en premier.
Je sais pas. En fait, où part l'argent? C'est vrai, c'est une question qui est intéressante parce que au-delà des dépenses qu'on fait pour le matériel, etc., qui sont nécessaires, peut-être pour des programmes culturels des fois. Comment se passe actuellement la politique de recrutement au sein Alors Ouais. là, vous avez plein de questions différentes. Où part l'argent, la politique des emplois. Où part Alors, l'argent? résumons la grande transformation, on va dire, qui s'est opérée sur les 10-15 dernières années. C'est ce qu'on appelle l'autonomie. Alors, vous avez peut-être entendu parler de l'autonomie des universités. L'idée, c'est que jusqu'à la loi de 2007, les établissements, les universités avaient des fonctionnaires dans leur mur, mais qui étaient payés par l'État. C'est-à-dire que moi, j'ai été recruté en 2008. Mes premières fiches de salaire étaient éditées directement par le ministère. Donc j'étais un fonctionnaire de l'État assigné à l'Université de Strasbourg. Ensuite, l'université est passée à ce qui s'appelle les RCE, les responsabilités et compétences élargies. Ce faisant, c'est plus l'État qui éditait mes fiches de paie, mais directement l'Université de Strasbourg. Donc pour pouvoir faire ça, elle a récupéré ce qu'on appelle la masse salariale, c'est-à-dire la somme d'argent qui permet de payer la totalité des fonctionnaires qui travaillent à l'Université de Strasbourg. Donc pour vous donner une idée du volume, le budget de l'Université de Strasbourg aujourd'hui, c'est 500 millions d'euros, un demi-milliard en gros. Sur ces 500 millions d'euros, il y a entre 70 et 80%, c'est les chiffres pour toutes les universités, qui sont faits pour la masse salariale. C'est-à-dire que à la question où partent les sous ils partent essentiellement dans la paie des salaires des gens qui travaillent à l'université. Alors, pourquoi cette autonomie ? Cette autonomie, elle permet à ce que chaque établissement établisse sa propre stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler une stratégie ? Eh bien, ça dépend. C'est pour pouvoir s'adapter à son territoire. Donc certaines universités vont plutôt miser sur un enseignement de proximité, l'enseignement technologique. D'autres vont plutôt miser sur la visibilité internationale, être une grande université de recherche. Tout dépendra des territoires et des personnels et des forces et des faiblesses de chaque établissement. À partir de là, on peut commencer à avoir la question, c'est-à-dire que quand on a 80% de masse salariale, il reste 20% pour faire le reste et on va pouvoir jouer avec ces 20% de façon très grossière, parce qu'en réalité sur ces 20% il y a aussi toutes les factures, quand vous devez payer les fluides, l'électricité, c'est des choses qui sortent naturellement que vous ne pouvez pas contrôler, mais en gros c'est ça, on a une marge de manœuvre qui va permettre de décider de faire telle ou telle chose, et dans ces telle ou telle chose on peut recruter des enseignants ou construire un nouveau laboratoire ou organiser tel ou tel événement ou rénover les bâtiments. Donc voilà, tout va dépendre de la stratégie de l'établissement. D'accord, donc c'est vraiment plus l'État qui fixe, il fixe le P, je sais plus quoi, pour définir les programmes, mais après c'est les universités qui se débrouillent pour le voir. P150, c'est ça le. Ouais, je sais plus, où à toutes les UO au début ils nous disent dépend du P, Programme national. Ouais, alors il y a le budget de de la MIRES en fait, ça s'appelle, et effectivement dans le budget de la MIRES, donc c'est la mission interministérielle pour la recherche et l'enseignement supérieur, il y a le fameux programme 150 qui est la grosse masse de budget allouée aux universités au niveau national. Donc ça permet de voir en fait la dépense au niveau national pour l'ensemble des universités. D'accord. Moi, je voulais vous poser une petite question, puisque j'ai vu, du coup, sur Twitter, vous êtes quand même très actif. Vous faites beaucoup de rapports sur, que ce soit sur comment se passe actuellement. Je me souviens que vous avez fait des rapports sur le dernier conseil d'administration de l'UNISTRA, que vous aviez raconté plus ou moins heure par heure, minute par minute, les différentes choses qui se sont passées. Oui, je me suis embêté à le lire. Et donc, je voulais vous poser une question actuellement, puisque nous, enfin, 3 personnes à cette table, sauf le monsieur là, sauf Luigi qui est pas en DUT. Mais je voulais savoir actuellement quelles sont les différences des DUT par rapport à l'université classique et aux licences classiques, et quelles sont les réformes qui arrivent sur les DUT qui sont à venir sur les prochaines années. Alors,
le paysage de l'enseignement supérieur français peut paraître assez compliqué, c'est-à-dire que après le bac, il y a plusieurs filières très différentes. On peut aller en BTS, on peut aller en DUT, on peut aller suivre un bachelor ou aller en licence ou en classe préparatoire pour les grandes écoles. Donc on a plein de choix différents et il y a plein de filières de façon de passer de l'un à l'autre pour après continuer éventuellement vers un bac plus 3, un bac plus 5, etc. Tout ça, c'est assez vieux. C'est-à-dire que ça, les IUT ont 50 ans. Tout ce système a quand même été pensé. Alors, il y a des choses qui sont encore plus vieilles. Hein. Le système des écoles, c'est napoléonien. Il y a des choses qui sont vraiment ancrées dans l'histoire. Et tout ça a évolué de façon un petit peu organique, selon des rapports de force, selon des besoins. C'est-à-dire qu'à la sortie de la guerre, il fallait reconstruire le pays. Vous vous rendez bien compte qu'on n'a pas tout à fait les mêmes besoins de main-d'œuvre qu'après 50 ans de paix. Et le développement d'une industrie numérique. C'est-à-dire que là, les informaticiens voyaient bien qu'on n'avait pas franchement besoin de nous il y a 50 ans, et alors qu'aujourd'hui, on a énormément besoin de nous. Donc faire les différences de façon... ça serait entre les différentes filières serait assez artificiel au final. Ça serait assez artificiel, c'est-à-dire que très honnêtement, entre un DUT, quelqu'un qui fait un DUT informatique et quelqu'un qui fait une CPGE qui ensuite va le mener dans une école d'ingénieur qui va lui apprendre l'informatique, en réalité, il n'y a pas énormément de différence sur la production de main-d'œuvre derrière, c'est-à-dire sur la formation et les métiers auxquels vous allez accéder, c'est un petit peu les mêmes. Néanmoins, on peut faire en gros cette distinction, c'est que dans les BTS, on va avoir des techniciens, c'est des gens qui savent faire, qui ont un véritable savoir-faire. Dans les CPGE, on a des gens qui vont se préparer à réussir un concours pour aller dans des écoles d'ingénieurs. Donc le but, c'est de quand même avoir un bac plus 5. Les ingénieurs, à la base, sont censés être capables de concevoir. C'est-à-dire concevoir un pont, concevoir une machine. Et entre les deux, on a les DUT qui ont été créés donc, il y a 50 ans, précisément pour faire le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'avec l'augmentation de la technologie, on a des technologies de plus en plus compliquées, on avait besoin de gens qui n'avaient pas la formation pour concevoir une machine, pour la dessiner de zéro, mais qui étaient capables de plus que juste la manipuler. C'est-à-dire qui étaient capables de comprendre comment elle était construite, de telle façon à ce qu'ils puissent faire le lien entre ceux qui les utilisent et ceux qui les conçoivent. Et donc c'est pour ça qu'on a fait le DUT, c'est pour créer des cadres intermédiaires, on appelle ça. C'est-à-dire que c'est entre ceux qui manipulent la machine et ceux qui conçoivent la machine. Alors les choses ont énormément dérivé. Hein, et puis vous voyez bien qu'entre les spécialités, entre un DUT technique de commercialisation, information communication, informatique et chimie et génie civil, ça ne mène pas au même métier. Ce n'est pas tout à fait les mêmes formations, mais l'esprit est là. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer dans le futur pour les DUT, les nouvelles réformes que sont en train de mettre en place le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Alors on pourra reparler de cette histoire d'innovation parce que c'est assez intéressant, il y a du mouvement au niveau de l'Europe. Mais pour l'instant, alors cette réforme du DUT, pour l'instant, on n'en sait rien. Soyons clairs, pour l'instant, on n'en sait rien parce que très peu d'informations filtrent. Alors c'est quelque chose, on en parle depuis 18 mois, 24 mois, en réalité beaucoup plus que ça, puisqu'avant on parlait de la lutte, de la licence universitaire de technologie. L'idée, c'est qu'il y a 15 ans, on a amorcé ce qui s'appelle le processus de Bologne. Alors, je dis 15 ans, en réalité, il a commencé en 98-99, mais il s'est concrétisé en 2003-2004 en France. Et ce processus de Bologne vise à harmoniser les systèmes d'enseignement supérieur européens. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui sous le LMD. Vous connaissez tous le licence master doctorat, le LMD, plus 3, plus 5, plus 8. Avant, on n'avait pas ça. Avant, on avait un DUG, qui était un plus 2. Ensuite, on avait la licence qui faisait plus 3, puis un master qui faisait... non, je dois un peu me tromper. Et bref. Avant, on avait un autre système. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Avant, on avait un autre système. Si c'est ça en plus, on avait le DUG plus 2, licence plus 3, master plus 4, et après on avait soit DEA, soit DESS. Et ensuite, on pouvait attaquer la thèse. Maintenant, c'est plus 3, plus 4, plus 5, donc licence, master, doctorat. Et au milieu, on a le DUT qui est toujours à bac plus 2. Bon, eh bien, ça ne cale pas avec le plus 3, plus 5, plus 8. On est à plus 2.
Donc ça, c'est un reproche qui est adressé au DUT depuis un certain temps et qui conduit à ce que les gens qui enseignent en DUT proposent une adaptation au plus 3, plus 5, plus 8. La question est, cette proposition d'évolution donc à plus 3, qu'est-ce qu'elle va donner dans le grand bassin de transformation de l'enseignement supérieur qu'on connaît aujourd'hui? Alors, vous avez tous entendu parler de Parcoursup, on est en train de refaire totalement l'accès à l'enseignement supérieur. Vous avez vu les spécialités du lycée peut-être, c'est-à-dire qu'on a refait tout le lycée général avec un nouveau système. Donc vous voyez bien qu'on est en train de recabler les tuyaux. C'est-à-dire qu'on est en train de refaire tout le système qui permet aux élèves d'accéder à l'enseignement supérieur. On n'en sait pas beaucoup plus parce qu'on n'a pas encore les textes et qu'on ne connaît pas vraiment les intentions, mais en y regardant, moi, ce que je devine, on va dire, c'est-à-dire c'est mon hypothèse, c'est que avec la réforme du lycée et avec Parcoursup, on va avoir une éviction des bacs technologiques de l'université traditionnelle. Alors cette éviction, elle va arriver sous 2 systèmes de pression. Le premier, c'est qu'on augmente les bacs pro dans les BTS, mais sans augmenter suffisamment les places en BTS. Donc avant, il y avait des bacs technologiques qui piquaient les places, on va dire, au bac pro en BTS, et ces bacs technologiques, bientôt, ils ne pourront plus le faire. D'accord ? Si vous augmentez le nombre de bacs pro en BTS, vous descendez le nombre de bacs techno en BTS. Mais en même temps, ils ne vont pas pouvoir entrer en licence parce que les bacs techno ne réussissent pas très très bien en licence. Donc l'idée, ça serait de les mettre au DUT, qui est une formation intermédiaire plus adaptée à ce type de public. Sauf que vous voyez bien la difficulté, c'est-à-dire que quand vous modifiez comme ça le public d'une formation, en réalité, vous modifiez la formation. Alors, on ne peut pas apprendre la même chose à une formation qui a 20% de bac techno. C'est dans notre département informatique, c'est la proportion qu'on a, et une formation qui a 50% de bac techno, qui est l'objectif fixé par le ministère. D'accord. Et je pense que Yvan, tu peux peut-être témoigner sur cette question, puisque tu nous viens d'un bac technologique. Oui, donc moi j'ai fait un bac STI 2D, donc qui est un bac technologique. Je sais même plus ce que ça veut dire STI 2D exactement. Sciences, technologies de l'industrie et du développement durable. Voilà, merci Jules. Et ouais, c'est vrai que c'est la difficulté d'accomplir une licence avec un bac technologique. Déjà juste avec le DUT, je la vis déjà un peu en fait. Parce que déjà au stade actuel, j'ai un peu de mal à bien suivre en fait tous les cours et à réussir. J'ai du mal aussi, t'inquiète pas. Mais ouais. D'accord. Je sais pas quoi dire de plus. D'accord. Mais après, est-ce qu'il y a une grande différence entre les attendus? Bon, je pose la question à toute la table. Est-ce qu'il y a une grande différence dans les attendus entre les différentes filières? Puisque je sais que on est 2 ici à venir de bac S. Toi, tu viens de STI 2D. Et toi, tu viens de... Un parcours compliqué. C'est un beau bac, c'est un parcours compliqué. C'est Parcoursup, non? C'est la même chose? Non, pardon. Donc toi tu viens d'un bac ES et donc je sais pas, est-ce que ça pose une grande différence de difficulté Pour moi oui, c'était compliqué clairement. Alors pour moi mon parcours est aussi un petit peu particulier à ce niveau-là, vu que j'ai commencé une licence pour l'arrêter un peu après et faire du coup une année sabbatique dans laquelle j'ai travaillé. Et la reprise des études est assez compliquée si on n'arrive pas à se motiver. Alors dans mon cas j'arrive à me motiver donc ça va. Mais du coup ce serait bien de proposer aussi, en plus des gens qui ont des WICI, aussi des possibilités d'aménagement pour les cours. C'est pas totalement dans le thème de la question, mais je trouve que ça pourrait être vraiment utile, dans certains cas. D'accord. Et pour rebondir un peu sur le bac STI 2D, la difficulté en fait, je prends aussi l'exemple de la motivation qu'a cité Luigi. Le bac STI 2D, de base, c'est un bac qui est quand même assez simple en fait. Pour donner un exemple, simplement, pendant ma première et ma terminale, j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent. J'ai franchement très peu travaillé et j'ai eu mon bac avec mention. Donc déjà de base, j'étais assez... j'ai été un peu... Je sais plus comment on dit. Glandu, chanceux? Non, c'est... Surtout glandu. J'ai oublié le mot. En gros, j'ai grandi un peu dans un milieu qui fait que quelques facilités, on va dire.
Non, mais en fait, Même pas c'est pas exactement ça. C'est, en gros, j'étais dans un milieu qui a favorisé le fait que je travaille pas beaucoup. Et j'ai été un peu habitué à ça. Super, le milieu. D'accord. Non, mais clairement, le bac STI 2D, il faut. C'est un bac dans lequel tu peux facilement en fait perdre enfin, cette idée. L'habitude comme de quoi travailler, t'as- en fait. ouais, l'habitude de travailler, voilà. Hmm. J'ai beaucoup de mal à trouver mes mots, moi, mais. T'en fais pas, on est là pour ça. Moi, j'avais juste un truc à dire, c'est qu'il y a beaucoup de filières actuellement. Je pense par exemple à certains BTS. Moi, du coup, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué, j'ai fait une mana, etc. Ce qui n'existe plus d'ailleurs. C'était des classes qui étaient surchargées, tout le monde voulait y aller. Il y avait toujours beaucoup de demandes, etc. pour ces filières-là ou ces BTS-là. Et j'ai ma sœur, par exemple, qui a fait un BTS design d'espace. Et en fait, si on continue pas à étudier après pour reprendre pour une école d'architecture ou quelque chose comme ça, en fait, c'est très compliqué de trouver un métier après, en fait. Et en fait, le but d'un BTS, donc, c'est de former des techniciens. Mais là, on forme des techniciens qui, au final, ne servent à rien s'ils ne sont pas sous la coupole d'un ingénieur pour travailler. Et ce qui n'est pas dit, en fait, quand on rentre dans ces filières, c'est que on galérera à trouver un emploi plus tard. Et c'est pareil pour tout ce qui est métier artistique de nos jours. On ne peut pas aller chez Pôle emploi et dire allez hop. Très, très bonne question. Alors là, Ouais. ce qui pose la question centrale, je pense, c'est à quoi servent les études supérieures. Et alors, là, ce que je comprends de ce genre de discours, c'est les études supérieures. Alors, le mot utilisé, c'est métier, mais en fait, c'est pas métier, c'est emploi. C'est trouver un emploi. On peut très bien avoir un métier sans avoir d'emploi. Oui, c'est vrai. Vous pouvez être artisan, vous avez un métier. Si personne ne vous achète vos pièces, vous avez quand même un métier, même si vous n'avez pas d'emploi. Donc, à quoi servent les études supérieures? Et finalement, faut-il avoir des filières qui mènent à des endroits où il n'y a pas d'emploi? Oui. Et c'est une véritable question à l'heure actuelle. Mais en réalité, c'est plus qu'une... Il n'y a pas de bonne réponse. C'est une question qui est purement idéologique. Et la réponse doit être purement idéologique. Oui, à un moment donné, si on veut une société qui fonctionne, avec une économie qui fonctionne, et si on veut fabriquer des biens et des services, il faut former de la main-d'œuvre. Ça, c'est certain. Il faut avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Et au plus, on se rapproche de ce qui s'appelle la frontière technologique, c'est-à-dire au plus on est près du meilleur de ce qu'on est capable de faire au niveau technologique, au niveau mondial, au plus il faut une main-d'œuvre qualifiée de haut niveau pour être capable de travailler au plus proche de cette frontière technologique. C'est certain que si vous travaillez dans un pays où on en est à la charrue, il faut savoir essentiellement planter des aliments. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Si vous commencez à utiliser un tracteur, être capable de savoir comment ça marche un moteur, c'est déjà pas mal. Et puis, etc. D'accord ? Si vous en êtes à faire de l'agriculture avec des drones, là, il faut que vous commenciez à savoir comment ça marche le Wi-Fi pour commander les drones. Vous voyez le truc. Donc, c'est-à-dire pour exactement la même activité, il faut une montée en compétence de votre main-d'œuvre pour arriver à faire tourner l'économie. Donc ça, c'est la première fonction de l'enseignement, et particulièrement dans l'enseignement supérieur. C'est ce qu'on appelle l'enseignement professionnel. Il y a une deuxième fonction, néanmoins, de l'enseignement supérieur. Est-ce que vous savez laquelle c'est ? J'allais sortir un énorme camoulox, mais non, je ne sais pas, non. Enfin, je sais pas. Moi, j'aurais dit juste servir peut-être à caser les jeunes qui savent pas quoi faire à un endroit, en fait, pour pouvoir les gérer, quoi. Alors, oui. Oui, alors effectivement, l'enseignement supérieur d'une manière générale et l'enseignement est utilisé comme on appelle une voie de garage, c'est-à-dire que ça évite d'avoir qu'on se perde des délinquants dans la rue. les chiffres du chômage qui explosent, quoi. Hein. C'est clair que ça s'appelle une cavalerie. Ça s'appelle une cavalerie et ça a commencé dans les années 70-80. L'idée était de dire on commençait à avoir du chômage. Le chômage est arrivé dans les années 70 et on a remarqué tout de suite que les gens qui avaient un bac étaient moins au chômage que les gens qui n'avaient pas de bac. Donc on s'est dit il faut que tout le monde ait le bac. Au plus on a de gens qui ont le bac, au moins on aura des gens au chômage. Donc c'est ce qu'on a fait et puis on a constaté que le chômage baissait pas.
Et on s'est rendu compte que ceux qui avaient un bac+2 étaient moins au chômage que ceux qui avaient le bac. Donc on a dit il faut que tout le monde ait un bac+2. Et puis ça n'a pas fait baisser le chômage, mais on a quand même remarqué que ceux qui avaient un bac+3 étaient moins au chômage que ceux qui avaient un bac+2. Donc on a dit tout le monde doit avoir un bac+3. Et on a continué comme ça. Et là on en est au bac+5. C'est-à-dire que là maintenant, il y a une véritable pression et vous la sentez. Et vous avez tous envie de faire un bac+5. Et pourquoi ? Parce que ceux qui ont un bac+5 sont moins au chômage que ceux qui ont un bac+0 ou +2 ou +3. En réalité, il faut quand même regarder les choses en face, c'est-à-dire que le diplômer quelqu'un ne crée pas un emploi. D'accord, Oui, c'est clair. Quand il y a un emploi en informatique, il y a de l'emploi. Je vous garantis, quand vous diplôme à bac +1, +2, +3, +4, +5 ou +8, vous trouverez un emploi en informatique parce qu'il y a besoin de main-d'œuvre en informatique. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, il y a le besoin du marché du travail, le besoin de l'industrie, et de l'autre, il y a la formation. Alors, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'on voit bien qu'au plus on forme les gens, au plus on va créer des produits de valeur ajoutée, au plus on va avoir de la valeur ajoutée, au plus on va avoir une industrie qui tourne, donc au plus on va avoir besoin d'employés. Ça, c'est la théorie sur laquelle on s'appuie depuis 40 ans. Pour expliquer qu'il faut augmenter les études et que les études seraient la responsable du chômage. Personnellement, j'en doute. Après, c'est pas mon domaine. La question qui se pose derrière, c'est est-ce que cette voie de garage pourrait pas être utilisée pour quelque chose de plus noble que juste pas faire exploser les chiffres du chômage ? Oui, c'est sûr, c'est une vraie question qui se pose pour le coup. Alors ça, c'est une question qui se pose et qui se pose de façon rare, on va dire. On en parle extrêmement rarement. Donc on pourrait très bien dire que dans une société qui a 10% de chômage structurel, ça s'appelle comme ça, 10% de chômage structurel, 20% chez les jeunes, en réalité on tourne à 20% de chômage chez les jeunes, on pourrait se dire, finalement, est-ce que les études ne seraient pas un bon moyen de s'occuper quand on est jeune plutôt que d'aller au chômage. Et à ce moment-là, vous voyez, on change complètement la vision sur les études. C'est-à-dire qu'on ne suit plus des études pour être dans une forme de concours permanent, pour avoir un meilleur diplôme que le voisin, pour passer devant lui sur le marché du travail. Mais on suit des études parce qu'en réalité, on considère que notre système économique n'a pas besoin d'avoir autant d'employés pour tourner. Première moitié du XXe siècle, 40% de la population est agriculteur. Il fallait qu'il y ait quasiment une personne sur deux qui laboure le champ pour arriver à faire manger l'autre moitié de la population. Et ça, c'était il y a 100 ans. C'était pas il y a si longtemps que ça. Puis on invente le tracteur. Le tracteur, ça fait le boulot entre 600 et 1000 hommes selon le type de tracteur que vous avez. Donc, vous voyez bien, hein. Vous achetez un tracteur, vous jetez 999 personnes au chômage parce que vous n'avez plus besoin d'elle pour ramasser les carottes parce que le tracteur peut le faire à sa place. Alors, au début, c'est génial. Au début, on prend tous ces mecs-là et on leur fait faire un truc mieux que ramasser des carottes. On leur fait construire des ordinateurs, construire des ponts, construire des TGV qui vont super vite, construire le Minitel, construire des centrales nucléaires. Alors, on fait construire des tonnes de trucs super bien comme ça. On monte en technologie, on fait monter le pays en technologie. Et puis, au bout d'un moment, on monte plus vraiment beaucoup en technologie. Et puis, en fait, on se retrouve avec ce chômage qui traîne et qui traîne et qui traîne. Et on n'arrive pas à changer notre façon de voir ces études. Donc, on pourrait tout à fait dire, quand on a 10% de chômage structurel, et qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir tous ces gens qui travaillent pour avoir un toit, se nourrir, se déplacer, c'est-à-dire les choses un petit peu de base, être soignés, on pourrait très bien décider que tous les citoyens, tous les enfants auront droit à un bac+5 de leur choix, s'ils en ont envie, dans le domaine qu'ils veulent. Et s'ils veulent faire de l'art, ils font de l'art. Et puis si au bout d'un an qu'ils font de l'art, ça leur plaît pas, ils veulent aller faire de la chimie, ils vont faire de la chimie. Ils ont 5 ans, et puis finalement, s'ils veulent jouer de la guitare sur le pré de la fac, qu'ils le fassent. C'est pas très grave. Par contre, à l'issue de ces 5 ans, obligation de suivre une formation professionnelle et d'aller contribuer à la production du pays. Et là, vous voyez, on change complètement les choses, c'est-à-dire que pendant ces 5 ans, en réalité, on va faire autre chose que chasser un emploi. On va se cultiver, on va apprendre des choses, et en réalité, on va devenir citoyen. Donc, vous voyez que c'est pas la même société. Une société où vous rentrez dans Parcoursup,
et où votre but, c'est d'aller le plus loin possible dans les études, dans le diplôme le plus demandé possible pour pouvoir attraper un emploi avant votre voisin, et une société où on vous offre tous 5 ans à faire ce que vous voulez, et on ne vous jugera pas, et on ne vous notera pas, et vous ferez votre cursus comme vous en avez envie. Mais au bout de 5 ans, par contre, vous apprenez un métier et vous produisez pour vos compatriotes, c'est pas la même société. C'est sûr. Alors pour moi, j'aime bien cette deuxième vision qu'on a parce que ça soulève un peu une sorte de plaisir d'apprendre qu'on peut avoir derrière. Comme ça peut être fait un peu pour les vraiment plus jeunes. Et plus on avance en fait dans l'enseignement, dans les études, plus ce plaisir se transforme un peu en mise à l'épreuve, un peu en jugement. Et je trouve que c'est un petit peu dommage de perdre ce plaisir en fait qui nous apportait au début et qui à la fin pour certains devient une quantité de stress presque insurmontable. C'est sûr que ça change énormément cette vision-là qui est pas du tout celle qui est actuellement. Enfin, en France, je pense que c'est pas du tout ça. Non, Mais, on le saurait sinon. Mais je trouve que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant de réfléchir comme ça, puisque au lieu de, je parle un peu pour mes envies personnelles, quelque chose que j'aimerais énormément faire, c'est aller travailler dans le journalisme. Sauf que je me dis qu'actuellement dans le journalisme, tu enchaînes les piges. Et c'est très dur de trouver un emploi. Et c'est pour ça que j'ai quand même envie d'avoir une licence en informatique, puisque ça me permettrait de trouver un emploi. Mais c'est après quelque chose qui, peut-être que maintenant actuellement, si j'avais fait un autre choix, j'aurais peut-être arrêté l'informatique et j'aurais peut-être allé faire autre chose. Mais avoir cette peur derrière de trouver un emploi derrière, c'est quelque chose qui est quand même assez importante en fait. C'est surtout la peur de ne pas en trouver en fait, parce que tu as ce regard de la société qui te dit oui, pour être quelqu'un, il faut trouver un emploi, etc. Et dès que tu n'en as pas, c'est de tes proches, de tes amis ou ta famille, c'est oh là là, tu n'as toujours pas trouvé d'emploi, mais ça fait un mois. Et une fois que tu chopes un job en CDI ou en CDD chez McDo ou je ne sais quoi, là, les gens, ils sont contents parce que tu as été casé quelque part. Mais ça te rapporte quoi à toi ? Ça te rapporte rien. Au final, ça te sert juste de moyen de subsistance, mais ça t'apprend rien en fait. Et si on utilisait les études comme moyen de se cultiver en fait et de cultiver les gens, déjà rien qu'au niveau de la politique, les gens en fait, ils pourraient rentrer dans des associations, s'intéresser à beaucoup plus de choses. Et chercher aussi peut-être une raison d'être, parce que quand on va directement, quand on poursuit ses études comme ça, sans trop se poser de questions, il y a une espèce de cheminement, et les gens des fois ils arrivent à bac plus 3 en se disant mais qu'est-ce que je fais ici en fait ? Et ça pourrait éviter ça entre autres. Et je pense que sur cette question, j'ai totalement oublié le nom de la personne, mais vous devez peut-être la connaître, c'est le délégué principal de la CGT, un moustachu qui était à la fête de l'UMA ce week-end. Il était l'invité de hier de Dimanche en politique. Et il avait soulevé une question qui était assez intéressante. Le journaliste lui avait demandé: est-ce que vous pensez qu'il est une bonne chose de subvenir aux besoins des étudiants pour qu'ils n'aient pas déjà à travailler à côté de leurs études, et du coup je me disais que ça pouvait quand même être une bonne idée d'avoir à côté un genre de, pas forcément de revenu universel, mais quelque chose qui permet de vivre sans dépendre des parents, puisqu'il n'y a pas tout le monde qui peut avoir des parents qui soutiennent les études, qui peuvent ou qui veulent. Ouais, et puis on s'entend pas forcément avec ses parents non plus. C'est ça. Mais voilà, c'était une question assez intéressante. Et puis même au niveau du chômage, ils ont mis en place, pour pouvoir toucher maintenant ces allocations chômage, il faut travailler dans des associations en tant que bénévole. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment chelou, quoi. Mais ouais, je sais pas. Alors, donc là, on a vu les deux fonctions premières des études supérieures. La première, c'est de qualifier de la main-d'œuvre pour qu'elle puisse produire. La deuxième, c'est de créer des citoyens, les former pour qu'ensuite ils puissent vivre ensemble. Et est-ce que vous savez ce que c'est la troisième et plus importante fonction des études supérieures? Je dirais qu'à côté de former la main-d'œuvre, c'est de former aussi la recherche à côté de la main-d'œuvre. Alors, ça va ensemble, je pense. Moi, je serais plutôt parti sur. Ça va être quelque chose de vicieux. Non, mais j'étais quelque chose sur très comment ça s'appelle
la Terre est plate, quand t'es complotiste, très complotiste, genre Ça l'État. s'appelle les platistes. Oui, non mais que l'État veut nous endoctriner et nous nier l'esprit grâce aux études supérieures, un truc comme ça. Eh bien, c'est presque ça. Tu vois, Yes. c'était sûr. C'est presque ça. La troisième et plus importante fonction des études supérieures, c'est de former une élite. Parce que c'est très important dans un peuple d'avoir une élite. Alors, une élite, mais pourquoi faire ? Ça, c'est la vraie question. Mais ça dépend. Ça dépend des moments, ça dépend des sociétés, ça dépend des régimes, ça dépend des époques, ça dépend des besoins des sociétés. Mais toutes les sociétés ont, à un moment ou à un autre, besoin de former une élite. Donc vous imaginez bien que si vous êtes par exemple en temps de guerre, vous avez tout intérêt à avoir des super généraux. Il vaut mieux ne pas avoir des généraux un peu teubés dans ces moments-là. C'est bien d'avoir des gens qui sont capables d'établir des stratégies militaires. On fonce dans le tas, ça va marcher. Hein. Tu vas comme ça, tu vas avec ta hache. En face, ils ont des avions, mais c'est pas grave, tu tapes. Ça s'appelle Civilisation 6, pardon. Quand moi je joue avec, surtout. Voilà. Voilà. C'est à peu près ça. Et donc, donc quand vous êtes en temps de guerre, vous avez besoin de généraux. Quand vous êtes en temps de reconstruction d'un pays, après-guerre en France, d'un coup on décide d'avoir des chemins de fer de partout, des autoroutes, de la télécommunication, de l'énergie nucléaire, il faut avoir des gens capables de structurer ça, d'accord ? Donc des stratèges capables de décider dans quelle direction on va, mais aussi des gens capables de dessiner le réseau électrique d'un pays entier. C'est des choses vraiment pas évidentes en réalité. Donc ça, c'est quand vous avez besoin d'élites pour déclencher tel ou tel progrès ou pour obtenir tel ou tel objectif. Et puis après, il y a une autre forme d'élite qui va être l'élite pour entourer le prince. C'est-à-dire que parfois, quand tout va bien, c'est l'empire. Et vous êtes l'empereur. Et en réalité, vous n'êtes pas face à des grands défis. Votre grand défi, c'est juste d'arriver à faire tenir votre empire. À ce moment-là, ce que vous avez besoin, c'est de conseillers. C'est-à-dire de gens qui vont vous entourer. De gens qui vont faire en sorte que votre doctrine, votre règne continue le plus longtemps possible et le plus stablement possible. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de créer une élite qui est faite pour changer les choses. Vous êtes au contraire en train de faire une élite qui est là pour conforter les choses. Donc vous voyez, selon l'élite que vous allez créer, vous allez obtenir aussi une société différente. Donc en réalité, le but des études supérieures, c'est de structurer la société par quelle main-d'œuvre vous allez créer donc pour produire quels biens et services, par quels citoyens vous allez créer, qui vont se comporter de telle ou telle façon dans la société, et par quelle élite vous allez créer pour diriger, pour structurer par le haut votre société. Donc il y a une très belle étude là-dessus sur le concours à l'accès à l'enseignement supérieur en Chine. Donc il y a toujours eu des concours massifs en Chine, et la Chine qui passe de l'empire au régime communiste avec des va-et-vient. Donc regardez les concours, comment on fait les concours dans ces va-et-vient est extrêmement important. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est la première chose qui change. C'est-à-dire que quand on passe de l'empire, où c'était des concours qui étaient là pour créer, détecter dans la population des gens qui pouvaient entourer l'empereur, quand on passe au régime communiste, tout de suite, on va chercher autre chose. On va chercher des gens qui sont parfaitement compatibles avec la doctrine communiste pour pouvoir faire avancer cette doctrine-là, cette idéologie-là dans la société. D'après vous, qu'est-ce qui crée, quelles sont les élites créées par le système supérieur en France ? Je dirais plutôt dans le capitalisme. Ouais, clairement. Mais vous avez bien des noms d'écoles ? L'ENA. Tout le monde pense à l'ENA en premier. Ouais, l'ENA, ENIM, je sais pas. Effectivement, on a l'ENA, on a Polytechnique, on a ces très grandes écoles qui sont de très grande qualité. Il ne faut surtout pas négliger la grande qualité des gens qui rentrent à l'ENA ou qui rentrent à Polytechnique et la qualité des cours et des enseignants qu'on a là-bas. C'est des choses que le monde entier nous envie, très sérieusement. Par contre, en allant voir, par exemple, les programmes de l'ENA, vous allez pouvoir voir quelle est la doctrine qu'on essaye d'entretenir au sein du pays. Donc, regarder les programmes de l'ENA, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand vous allez voir le devenir des gens qui sortent de Polytechnique, vous allez aussi voir quel type d'élite nous créons. Si les gens qui sortent de Polytechnique se mettent à construire des ponts ou des centrales nucléaires, on n'a pas tout à fait la même société que s'ils vont travailler dans la finance.
voyez les différentes strates d'importance de l'enseignement supérieur. D'accord. Après, pour voir au niveau des programmes, etc., de ce qui se passe dans l'ENA, il y avait un youtubeur, Demos Kratos, qui disait pourquoi il avait abandonné l'ENA, justement. Donc c'est une vidéo à regarder si jamais ça vous intéresse. Voilà. Et donc je pense qu'on va on va essayer de passer du coup à la partie un peu plus locale sur Strasbourg, puisque l'épisode sera plus court que normalement, mais on a eu beaucoup de retard au début, il est déjà 52, on doit libérer les lieux dans 8 minutes, donc on va parler en vitesse un peu de qu'est-ce qui se passe actuellement à Strasbourg pour l'enseignement supérieur. Bon, en 2 minutes, l'université de Strasbourg est une université pilote. Ça a été la première à se séparer à la fin des années 60. Donc, dans les années 60, avant les années 60, les universités étaient uniques. Il y avait une université de Paris, une université de Strasbourg, une université pour chaque ville. Suite aux événements de mai 68 et tout un système de pression diverses, ce qui ont conduit à ce qu'on décide que les universités devaient être éclatées en plusieurs. Alors pour Strasbourg, on avait dit il ne faut pas qu'il y ait une université qui ait plus de 10 000 étudiants. Donc c'est pour ça qu'on avait créé 3 universités, Louis Pasteur, Marc Bloch et Robert Schuman. Et puis, mouvement inverse, dans les années 2000-2010, on décide de refusionner les universités, de refaire des gros établissements, et donc on refait, 1er janvier 2009, l'université de Strasbourg, elle est unique. Alors, vous étiez peut-être un peu jeune à l'époque, mais c'était écrit sur les tramways, c'était écrit sur les fanions au centre-ville, hein, elle est unique. C'était un grand événement, on réunifiait l'université de Strasbourg, et c'est vraiment un grand événement en réalité, puisqu'on se retrouve maintenant avec cette université où il y a 50 000 élèves. Donc c'est énorme, hein, c'est énorme. C'est en gros 5 000 personnels, 50 000 élèves, on peut voir ça comme ça, 50 000 étudiants. En charge de former la main-d'œuvre, les citoyens et l'élite de la région Alsace et de Strasbourg. Donc vous voyez les enjeux qui se situent autour de cette université. En réalité, c'est pas du tout neutre. C'est-à-dire que Frédéric Vidal vient de l'annoncer. On va connaître dans les années qui viennent un transfert des responsabilités de l'enseignement supérieur progressif de l'État vers les régions. C'est-à-dire que chaque région va devoir décider de son système d'enseignement supérieur. Comme il y a actuellement pour les lycées, c'est les régions qui gèrent les lycées. C'est ça, voilà. Et alors là, ça sera sur un mode un peu différent, puisque les lycées ne sont pas autonomes, même si on parle de l'autonomie des lycées, alors que les universités ont une forme d'autonomie, au moins budgétaire. Mais en tout cas, l'idée est qu'on va structurer les territoires français de façon différente en fonction des priorités de chaque région, chaque établissement. Et donc la priorité qui a été faite à l'université de Strasbourg, c'est celle d'avoir une grande université de recherche. Ce qui implique tous les choix qui vont avec. D'accord. Et ben, je pense qu'on va conclure sur ça.